toutes vos questions, on les prend et on les pose directement à vous. Ça peut être sur l'actualité, sur l'environnement, sur... Voilà, quelqu'un vous dit que vous êtes très bien habillé, monsieur Paco. Bah, ça commence avec des compliments. Moi, j'ai pas droit à ça, mais vous avez droit à ça. C'est gentil, c'est gentil. Sacré pins, demande dit Perceval. C'est quoi comme... c'est le pins des sénateurs. D'accord. Quand vous arrivez au Sénat, vous avez une petite mallette avec la fameuse écharpe à pompons dorés. Et vous avez un gros pins que je ne mets pas, et bien un petit pins. Une version réduite. Exactement. Très bien. Et qui représente... qui représente effectivement une espèce d'étoile, des faisceaux. Très bien. Vous êtes sénateur, ça c'est logique, sénateur de l'Oise, membre des Républicains et aussi conseiller départemental. Je ne suis plus membre des Républicains. Vous n'êtes plus membre des Républicains. Je suis rattaché au groupe républicain au Sénat, où je me sens tout à fait à l'aise parce que je suis un vieux gaulliste et parce qu'au sein du groupe républicain au Sénat, on a une liberté d'expression totale, liberté de vote totale. Je ne suis plus aux Républicains, au sein du Parti Les Républicains depuis 2017, depuis les affaires Fillon. Vous confirmez, vous êtes content d'avoir quitté ce parti par rapport à l'évolution de la ligne politique de Laurent Wauquiez. Comment est-ce que vous vous situez pour que les gens comprennent un peu votre... Je suis un gaulliste social, je sais d'où je viens. J'ai des valeurs qui sont probablement plutôt de droite, des valeurs de responsabilité, des valeurs liées aussi à un certain amour de la patrie. Mais effectivement, j'ai quand même dépassé aujourd'hui la notion de clivage partisan. Et en tant que sénateur, vous êtes obligé de travailler avec tout le monde. Vous êtes l'élu des élus. Et je préfère nettement travailler avec des hommes et des femmes de qualité, quel que soit le bord politique, leur étiquette politique, plutôt que de travailler avec des gens parce qu'ils ont telle ou telle carte politique. Ça ne m'intéresse pas. Vous avez proposé une loi organique visant à imposer à tout candidat à l'élection présidentielle d'avoir préalablement été élu d'une collectivité territoriale ou du Parlement. Est-ce que c'est bien expliqué comme ça? Si on est président, il faut avoir été d'abord élu local ou au Parlement. Pourquoi cette mesure? Ça fait un peu attaque à Emmanuel Macron. Alors ça fait attaque auprès du président de la République. Il faut simplement rappeler que j'ai appelé à voter Emmanuel Macron. Bien. Je fais partie des déçus du macronisme peut-être, mais j'ai appelé à voter pour le président de la République. Il y a très peu de conditions qui sont obligatoires aujourd'hui pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Il y a les fameuses 500 signatures qui est le filtre le plus important. Sinon, il y a très peu de conditions. Et il me semble que l'expérience, quelle qu'elle soit, mais l'expérience de la gestion d'une collectivité ou de la participation à la gestion d'une collectivité est un bien irremplaçable que aucune fortune ou aucun diplôme ne permettent d'apporter. Et je pense très sincèrement, pour répondre clairement à votre question, que certaines erreurs du début du mandat sont liées à un manque d'expérience et ce manque d'expérience a abouti à un manque d'écoute, manque d'attention de la part du président de la République envers ce qu'on a appelé l'ancien monde, c'est-à-dire les corps intermédiaires, les syndicats, le Parlement, les Français. Vous pensez éventuellement du coup aux tensions avec les maires ou des éléments comme ça qui pourraient... Tensions avec les maires, où tout le monde a vu des images où le président de la République, lors de bains de foule, se faisait interpeller, essayait de répondre, mais sans vraiment écouter son interlocuteur, essayer de convaincre son interlocuteur. Un élu, il doit d'abord être à l'écoute. À l'écoute. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre, entre guillemets, le métier, même si c'est un mot que beaucoup de gens vont récuser au niveau politique. Il n'y a rien de mieux que d'être en fonction, que ce soit dans une petite commune, que ce soit dans un conseil départemental, régional ou autre. Il y a quand même 550 000 élus locaux. 550 000. On est les champions du monde de la démocratie. On a une chance formidable. Si vous voulez être élu, vous pouvez vous présenter dans votre commune. Vous avez toutes les chances d'y être. Donc, autant saisir cette perche démocratique pour se former. Et je ne doute pas que Emmanuel Macron, en 2 ans de mandat, il a appris énormément. J'ai envie de répondre à une petite question là, de Nibal. Nibal 01. Où en est votre fonds dit de solidarité créé avec Olivier Dassault, dont vous avez été le suppléant, pour contourner la loi sur la fin de la réserve parlementaire? N'est-ce pas une forme de clientélisme? Expliquez peut-être rapidement ce que c'est, après expliquer tout ça. Alors, lorsque je me suis présenté aux élections sénatoriales, de façon totalement indépendante, j'étais le seul candidat, la seule liste qui n'était pas soutenue par un parti. J'avais pris plusieurs engagements, notamment l'engagement de reverser 20% de mon indemnité de sénateur dans un fonds de dotation. D'accord. Que j'ai effectivement créé avec mon ami Olivier Dassault, député de l'Oise, dont j'ai été effectivement le suppléant. Et effectivement, cet argent, nous le redistribuons aux communes de l'Oise.
pour des projets, alors qu'ils sont liés à la culture, aux écoles, à l'amélioration du cadre de vie, etc. Bon. Les déontologues de l'Assemblée nationale et du Sénat ont été saisis pour savoir s'il n'y avait pas un problème éventuel. De clientélisme, comme dit Nibal. Alors, qu'est-ce que c'est que le clientélisme? Qu'est-ce que c'est que le clientélisme, cher Nibal? Le clientélisme, c'est acheter ses électeurs. C'est ça que vous sous-entendez, très cher ami. Olivier Dassault, pour prendre son cas précis, eh bien, il est député de la première circonscription de l'Oise. Très cher ami. Eh bien, il donne, via ce fonds, à des élus, à des communes qui ne sont pas de la première circonscription de l'Oise. Alors vous allez me dire, Olivier Paccaud, c'est pas pareil, puisqu'on donne dans tout le département, donc ce sont vos électeurs. Très cher Nibal, il va y avoir des élections en 2020. Ceux qui sont aujourd'hui maires ne vont peut-être pas se représenter, ne sont peut-être pas réélus. Et pourtant, je leur donne quand même un petit peu de sous avec mon aide. Donc c'est pas du clientélisme. Et si on veut pousser la logique jusqu'au bout, eh ben, il ne faut plus du tout qu'il y ait de subventions. Il ne faut plus que le maire d'une commune donne à des associations, sinon c'est du clientélisme. Il ne faut plus que le conseil départemental donne. Il ne faut plus que l'État donne. Il ne faut plus que le conseil régional donne. Puis vous savez, cher Nibal, mon argent, j'en fais ce que je veux. Donc j'ai toujours donné, que ce soit au Resto du Cœur ou autre. Là, je donne à des communes, j'en suis fier. Et je vais aggraver mon cas, parce qu'en 2015, lorsque j'ai été élu conseiller départemental, j'avais déjà fait la même chose. J'avais créé un petit fonds avec mon binôme, où on donne une partie de nos indemnités de conseiller départemental. Et cette fois-ci, nous donnons de l'argent aux associations de notre canton. Voilà. Nibal, tu as ta réponse. J'ai vu que vous avez détecté la caméra, c'était très intéressant. Et Nibal répond, vous m'avez convaincu, monsieur le sénateur. Voilà. C'était efficace. Mais c'est bien que vous puissiez comme ça échanger, c'est le principe de l'émission. Et c'est très... Dixit qui demande, monsieur le président a évoqué les bienfaits qu'aurait un potentiel retour au septennat afin que le mandat présidentiel fasse plus de sens. Est-ce que ce serait une bonne chose, puisqu'on parlait de cette histoire de législative après les présidentielles? Mais pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, le quinquennat fait que le rythme de la gouvernance présidentielle est trop accéléré. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus l'impression que le président est dans la préparation de la prochaine élection. Elle est tellement proche. À peine élu, c'est la suite qui se prépare. Donc on ne va pas oser prendre certaines mesures par peur de déplaire et donc de fragiliser l'éventuelle élection. Alors il faut aller jusqu'au bout. Un septennat non renouvelable. À ce moment-là, le président, il fera tout ce qu'il doit faire et non pas tout ce qu'il pense devoir être fait pour être réélu. Alors, Wilmo qui demande là aussi, on est parti sur les questions d'institutions et de démocratie. Oui, est-ce que vous croyez au système des référendums citoyens dans une France où les gens votent même pas tous les 5 ans? Vote même pas pour les 5 ans, cher ami, c'est totalement faux. Vous avez des élections municipales, cantonales, régionales, européennes. Alors, je suis pour le référendum. Pas forcément le RIC, mais moi je suis un vieux gaulliste et je pense qu'effectivement, donner la parole au peuple, c'est toujours une bonne chose. Mais il l'a déjà lors des élections. Et quand on voit que les taux d'abstention sont démentiels, j'ai envie de dire aux gens qui prônent le RIC, allez déjà voter. Par contre, sur le fond, oui, il faut que le référendum puisse être plus facilement mis en place. L'Auvergnate et Arcturus, très dur à prononcer, qui parlent du vote blanc du coup. Allez voter, d'accord, mais si le vote blanc est comptabilisé, qu'il soit comptabilisé. Vous êtes favorable? Oui. Très bien. Autre question de Wilmo, puisqu'on est sur ces questions-là. Un site internet sécurisé pour aller voter, est-ce que vous êtes favorable? En gros, pas besoin d'aller se déplacer, on vote depuis chez nous. Est-ce que vous êtes favorable? Pas trop. Parce que, vous savez, c'est formidable, la dématérialisation, ça permet effectivement de n'importe où de pouvoir faire des démarches. Mais le contact humain, rien n'aura jamais le contact humain. Donc, c'est vrai que des fois, dans certains cas, vous allez devoir faire un peu la queue. Et des fois, vous passez, prendre votre bulletin de vote et vous allez dire bonjour au président. Il faut y aller à l'ouverture des bureaux de vote, en fait. Comme ça, on est bien. Oui, mais moi, je suis toujours plus... Je préfère les systèmes où les gens se parlent, où les gens se voient. Je préfère parler à Hugo qu'à son écran, même si c'est formidable d'avoir tout. Si en l'occurrence, il y a tout le monde réuni. Exactement. C'est une combinaison de tout. Et puis il y avait peut-être aussi, moi je voyais ce débat assez souvent, il y a certains disent que ça désacralise le vote et que ça le rend un peu plus, on va dire, moins important. Et alors, on parle de sécurisation, mais bon, on a quand même
super hackers ou des petits génies qui peuvent toujours effectivement tricher. Voilà, c'est ce que dit Narkman, le vote en ligne est très dangereux. Tous les spécialistes en sécurité informatique sont d'accord sur ce point. Donc voilà. Je suis d'accord avec Narkman. Encore merci Olivier Paco pour cette heure passée avec nous et surtout avec le chat. Et c'est on moi qui vous espère remercie. vous revoir bientôt. Merci beaucoup.